Merci à tous pour votre présence. Merci beaucoup surtout à Maduka d'avoir donné une suite favorable à l'invitation de la Comédie du Livre pour une thématique dont vous entendrez avec moi qu'elle est particulièrement importante pour nous. Maduka sait qu'à Montpellier, cette histoire est importante. Pour beaucoup de raisons, qu'elle marque la ville, qu'elle marque la géographie de la ville et qu'à des titres extrêmement divers, beaucoup de gens sont ici extrêmement marqués par l'Algérie, par ce qui s'est passé en Algérie, par les questions coloniales, etc. Donc il y a évidemment beaucoup de choses à dire. On ne va pas vous cacher que nous sommes aussi amis. Donc on ne veut pas mimer l'éloignement, c'est un compagnonnage d'une vingtaine d'années. On va se tutoyer si vous nous le permettez. Et on va commencer assez rapidement, peut-être. En tout cas, j'ai pris parti de poser peu de questions, parce que je trouve que dans une situation pareille, la parole à la salle sera peut-être un moment qui sera important pour nous tous. C'est un livre que je juge important, pour beaucoup de raisons, parce qu'il répond à des questions que je me suis moi-même posées tout en étant pas du tout spécialiste de l'histoire algérienne. Je l'ai lu parce qu'une amie l'avait écrit, j'en ai été extrêmement saisi. C'est un livre qui se lit assez facilement parce qu'il se lit aussi par entrée, c'est-à-dire qu'on peut attraper les chapitres les uns après les autres. J'avais pris parti au départ de commencer par la fin, mais par simple esprit de contradiction. Et petit à petit, je suis remonté vers le début. J'ai compris la douleur quand je suis reparti au début, très sincèrement. Il y a des moments difficiles, il y a des moments faciles. Ça suscite beaucoup de choses, il y a beaucoup d'émotions avec un livre pareil. Et on se dit qu'enfin quelqu'un a écrit ce livre et qu'on commence à cesser de parler de mémoire et qu'on se dit, bon, on va faire de l'histoire. On va réfléchir à ce qui s'est passé. Et même si chacun peut avoir une perception des choses qui est différente, on fait de l'histoire. On se pose une question simple, qui est celle qu'on doit poser aux historiens, c'est aidez-nous à comprendre ce qui s'est passé. Et ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans le livre de Maduka, tu contrediras sans doute pas ce que je vais dire, mais c'est un livre que tu portes depuis très longtemps. J'ai un peu l'impression, parce que c'est une sorte d'illusion rétrospective que de me dire j'ai l'impression de t'avoir toujours connu avec ce livre-là, c'est-à-dire d'avoir toujours enquêté pour ça, d'avoir toujours discuté avec des gens pour ça, d'avoir toujours été sollicité par des gens qui voulaient parler, qui avaient envie de te dire des choses, etc. Et on a vraiment l'impression que c'est une sorte de livre au cours. Donc le livre s'appelle Algérie 1962. On a presque le sentiment, à un moment donné, on se dit tiens, c'est un coup éditorial, on est en 2022, c'est parfait. Alors c'est pas du tout ça, et quand on le lit, on se dit ben non, c'est pas un coup éditorial. C'est quelque chose qui est profondément nourri depuis très longtemps, et je trouve qu'il est très utile que tu remontes, pas le plus loin possible, parce qu'elle n'a pas d'utilité pour nous, mais en tout cas, que tu essayes de revenir sur la genèse de ce travail, et qu'est-ce qui permet d'expliquer pourquoi il a une épaisseur, je ne parle pas de l'épaisseur physique du livre, mais une épaisseur qui fait qu'il y a beaucoup de monde dans ce livre. Il y a beaucoup de gens qui parlent, il y a des points de vue différents, etc. Voilà, je voudrais que tu reviennes sur le temps long d'une recherche que tu alimentes depuis très longtemps. Oui. On nous demande de nous présenter, ça me fait très plaisir de pouvoir parler de moi. Parce que je trouve que Malika est historienne, elle dirige l'IHTP, qui est l'Institut d'Histoire du Temps présent. Elle travaille sur l'Algérie depuis très longtemps, je veux dire presque depuis toujours. Voilà. Elle a écrit un premier livre sur Ali Boumendjel, qui pour moi était un grand livre qui n'a pas eu la réception que nous espérions, d'une certaine manière, parce que c'est le mystère de l'édition. Il arrive à un moment donné qu'il faille que les livres arrivent au bon moment, puis un livre sur l'État, publié en Algérie, et ensuite ce livre, Algérie 1962. Voilà. Moi je suis maître de conférence à l'université Paris, et je fais office de modérateur. Et je m'appelle Eric Soriano, c'est mon plaisir. Je n'en reviens pas d'avoir on repart donc sur le livre, sur l'histoire de l'enquête et sur le temps long
d'un travail nouveau. Oui, merci beaucoup d'être présent. Merci beaucoup Eric pour cette introduction. Et du coup, effectivement, je vais répondre à la fois à la question d'Eric et à l'interrogation de monsieur dans la salle, en disant, voilà, moi je suis historienne d'histoire contemporaine et de ce qu'on appelle l'histoire du temps présent. Je dirige l'institut qui se nomme Histoire du temps présent, qui a longtemps été un institut qui est né en France au sortir de la Seconde Guerre mondiale autour de l'idée d'une nécessité de raconter l'histoire d'un événement traumatique récent et de faire une histoire qui était, c'est l'institut peut-être qui a lancé en France l'histoire orale, la possibilité et la légitimité de faire une histoire avec des témoins. Donc de faire des rencontres avec à la fois des historiens et des anciens combattants, des résistants, de discuter des questions de la résistance, de la collaboration, avec parfois, je ne vous le cache pas, des échanges assez chauds entre historiens et témoins, chacun tirant la couverture à soi, les témoins voulant à la fois témoigner et peut-être n'acceptant pas toujours que les historiens proposent un récit qui n'était pas le leur. Et puis, qui dit histoire du temps présent, dit une histoire qui avance dans le temps. Du coup, quelque part, la Seconde Guerre mondiale s'éloignant de nous, on s'intéresse à des périodes de l'histoire beaucoup plus récentes. Et l'un des enjeux de l'Institut d'histoire du temps présent, ça a toujours été la question de l'histoire coloniale et de l'histoire de la décolonisation. Quand on relit les textes fondateurs de notre institut, on se rend compte que c'était une question qui était posée d'emblée, cette question de comment on va raconter l'histoire et connaître l'histoire des décolonisations. Donc moi, je suis devenue très tôt, même comme apprentie historienne, j'étais dans cet institut d'histoire du temps présent, et donc j'ai toujours fait une histoire avec des témoins, une histoire où on travaille bien sûr dans les archives, on lit les publications, mais chaque fois que c'est possible, on fait du terrain et on interviewe des personnes qui ont vécu les épisodes que l'on essaye d'étudier. Donc, par exemple, le premier livre dont Eric Soriano a parlé à l'instant, qui s'appelle Ali Boumengel, une affaire française, une histoire algérienne, c'est la biographie d'un militant algérien nationaliste, un avocat, qui a été pris dans la répression de ce qu'on appelle aujourd'hui la bataille d'Alger, qui a été enlevé par les parachutistes. La version officielle est qu'il s'est suicidé. Ce que quand même tout le monde savait à l'époque, c'est que c'était bien sûr pas un suicide, que c'était un assassinat par les parachutistes. Et donc j'enquêtais sur la biographie de cet homme à travers notamment les témoignages de gens qu'il avait connus et notamment de sa famille, avec beaucoup de questions sur comment la famille avait inventé en quelque sorte l'histoire de ce disparu. Au moment de la fin de la guerre, la famille a reçu beaucoup de visites de proches, de gens qui venaient lui présenter des condoléances, mais elle a aussi appris des choses sur le parcours militant et elle s'est créée sa propre histoire avec des éléments vrais et puis des éléments faux. Pas forcément des éléments faux parce que les gens voulaient être des faussaires de l'histoire, mais des éléments faux parce que quand vous venez présenter vos condoléances à une famille qui a perdu un proche, vous ne dites pas toute la vérité, rien que la vérité et la vérité pleine et entière. Évidemment, vous essayez de mettre en avant des choses qui peuvent d'une certaine façon faire du bien. Et donc cette famille, elle s'est retrouvée à collecter ces informations, pas toutes exactes, pas toute la vérité, et elle s'est fabriquée un récit. C'est ce récit qu'elle m'a livré au moment où j'ai commencé à travailler. Donc il y a eu beaucoup d'interrogations sur comment on fait pour faire de l'histoire à partir de ces récits qui ne sont pas forcément toute la vérité, et aussi comment on écrit un livre qui va être lu par des proches. Et c'est beaucoup ça l'histoire du temps présent. C'est réfléchir à comment on va écrire des histoires et des ouvrages qui vont être lus par les gens qui sont directement concernés. Et du coup, il y a beaucoup d'interrogations sur comment faire pour faire des livres qui, en même temps, leur permettent de compléter les choses qu'ils n'avaient pas pu vivre, de leur proposer quelque chose de critique et de juste, de ne pas nécessairement aller dans le sens des témoins, mais aussi de ne pas les faire souffrir, de ne pas être dans un rapport virulent avec ces témoins en disant mais vous m'avez dit n'importe quoi, c'est pas ça du tout, vous vous êtes trompé, voilà, comment on fait ça?
Et ça, c'est un vrai enjeu qui peut-être nous rapproche des sociologues ou des anthropologues, c'est-à-dire qu'on a affaire à des personnes qui ont vécu les épisodes dont on parle. Et en fait, ce que commençait à poser Eric comme question à l'instant, c'est le fait que dès l'époque, dès le moment où je travaillais sur la biographie de Ali Boumengel, je me suis rendu compte qu'il y avait un moment de 62 autour duquel se cristallisaient les récits. Que par exemple, dans la famille Boumengel, les visites de deuil, il y en a eu quelques-unes pendant la guerre, mais en réalité, la guerre, cette guerre, comme beaucoup de guerres, la guerre, c'est un temps des deuils repoussés. Et ça veut dire que pour beaucoup de gens, les rituels du deuil n'ont pas pu se faire entièrement pendant la guerre. C'est vrai pour les Algériens, c'est vrai pour ce qu'on a appelé après 1962 les pieds noirs, c'est vrai pour tous ceux qui sont concernés par cette guerre. Il y a du deuil qui est repoussé jusqu'au moment où la guerre se termine. Et ça peut vouloir dire que pour beaucoup de familles, 62 est un temps de rattrapage du deuil. Et effectivement, finalement, dans toutes mes études d'histoire, dans tous les travaux que j'ai menés, il y avait de la réflexion autour de ce moment. Finalement, le moment où j'ai su que j'allais écrire un livre sur 1962, c'est un moment où j'ai réalisé qu'il n'y avait pas que ça, il n'y avait pas que ces deuils retardés. C'est le moment où j'ai réalisé qu'il y avait aussi une autre histoire qui n'était pas seulement une histoire des choses difficiles ou des choses traumatiques, mais qu'il y avait aussi l'histoire du point de vue des personnes restées en Algérie et du point de vue de la majorité des Algériens. Il y avait aussi une histoire de victoire. C'est la fin d'une guerre et elle est vécue comme une victoire. Et il y avait aussi le moment de la naissance d'un État. C'était un événement vraiment complexe, qui était la fin d'une guerre, qui était la naissance d'un État, qui était la naissance, ou en tout cas l'émergence sur la scène internationale d'une nation. Et qu'en fait, on avait un événement immensément riche à raconter, vécu de beaucoup de façons différentes par des groupes différents. Et que d'une certaine façon, on pouvait l'utiliser comme un point d'entrée dans l'histoire. Peut-être ceux qui ont l'habitude de lire sur l'Algérie se rendent compte que quand on parle de la guerre, et c'est bien normal, on parle souvent de son point de départ, la création du Front de Libération Nationale, la déclaration du 1er novembre 1954, l'entrée en guerre. Est-ce que c'est une guerre ou est-ce que c'est une révolution? Comment les épisodes de la guerre ont été vécus, mais qu'il y avait quelque chose qu'on pouvait renverser en partant de la fin. Si on partait de la fin, si on regardait tout ce qui se déroulait en 1962, ça racontait une toute autre histoire de la guerre et de la décolonisation, et qu'elle permettait de donner des significations différentes à l'histoire que l'on était en train de contempler. Alors, évidemment que le livre est balisé d'un point de vue historique. Mars 1962, c'était trop. L'indépendance de l'Algérie en juillet, et puis la proclamation de la République algérienne en septembre 1962. Et évidemment, quand on lit le livre, on est à un moment donné saisi parce que la violence est là, elle est là beaucoup. En tout cas, au début du livre, énormément d'éléments sur des questions de violence, des représailles, la vengeance, etc. Beaucoup de mots sont utilisés qui rappellent que cette histoire, elle est, à un moment donné, des usages de la violence. J'ai pas envie qu'on parle d'effet de violence. Je pense que c'est pas le lieu ici de le faire. Mais par contre, j'aimerais savoir comment une historienne, tout à l'heure j'ai dû te dire une historienne Hollande, mais pourtant nous sommes jeunes. Comment une historienne peut travailler sur des choses si prenantes, c'est-à-dire comment on fait pour à la fois devoir recourir à de l'archive, et tu sais à quel point l'archive écrite est quelquefois très chiffrée, et d'un autre côté, à des témoins qui sont quelquefois tout à fait objectifs dans la manière de voir les choses. C'est pas si simple de recourir à des sources. Il n'y a pas des archives d'État qui disent la vérité et des témoins qui disent des choses fortes. C'est évidemment plus compliqué que je le dis, mais
On est obligé de ne pas inverser les choses. Donc, comment une historienne travaille avec des choses qui sont potentiellement contradictoires, des choses de l'affect, tu as tout à l'heure abordé la question quand tu parlais de Boulanger, et puis peut-être à propos de la violence, la deuxième chose, je pense à nos collègues historiens qui, évoquant la Seconde Guerre mondiale, remontaient à la Première, en nous disant que les populations européennes avaient vécu une forme de brutalisation. Et que le vécu de la violence finissait par en produire elle-même. Et je voudrais savoir comment en Algérie on se sort de ça, comment on se soigne de ça. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné dans le livre, on va basculer sur quelque chose de différent. Tu parles des festivités, il y a des gens qui sont heureux de vivre ce qu'ils ont à vivre, il y a des sourires, il y a quelque chose qui est très en contraste dans le livre, mais il faut faire avec ça, parce que les deux sont une vraie réalité. Peut-être, pour répondre à cette question, il faut dire un peu je ne sais pas comment dire, l'univers de récits dans lequel on est pris autour de cette histoire, où on a l'impression d'être prisonnier de récits qui se font face et qui sont en quelque sorte incompatibles, qui ne peuvent absolument pas se répondre. Et en fait, d'une certaine façon, nous sommes prisonniers d'une forme de face-à-face franco-algérien, très construit, on pourrait le dire, ça ne me paraît pas toujours être une façon de voir les choses qui est exacte, mais nous ne parlons de cette histoire de la décolonisation de l'Algérie que dans ce face-à-face franco-algérien, et du coup, on est prisonnier constamment du caractère complètement unique de cette histoire, qui serait une histoire à nul autre pareil, qui n'aurait aucun équivalent. Peut-être, c'est intéressant de dire qu'une des façons de se sortir de ça, c'est au contraire d'ouvrir la discussion. Alors les historiens le font par exemple parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que des historiens français et des historiens algériens qui travaillent sur cette histoire. On a plein de collègues, anglais, américains, allemands, japonais, marocains, tunisiens, qui travaillent sur cette histoire et qui nous permettent de le voir un peu différemment, mais aussi, et c'est beaucoup ça que je voulais faire dans le livre, il est possible de comparer cette histoire avec d'autres cas. Alors on ne va jamais trouver un cas qui soit l'équivalent de tout ailleurs, mais en réalité, puisque c'est une sortie de guerre, la fin de la guerre d'Algérie et les années qui ont suivi, il est possible de réfléchir en comparant avec d'autres sorties de guerre. Et là, par exemple, en France, on est particulièrement bien lotis parce que nous aussi, en France, avons vécu une Seconde Guerre mondiale qui a des éléments comparables. Ça n'est pas la même chose, elle est très différente, etc. Mais néanmoins, il y a des éléments de comparaison possibles, et du coup, ça nous permet de sortir du caractère exceptionnel pour se rappeler que, par exemple, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, 1946-1947 en France, il y a des violences tellement importantes que certains historiens considèrent qu'il y a une sorte de guerre civile en France. Et donc nous-mêmes avons connu ces épisodes-là qui nous permettent de dire oui, eh ben, la violence après la guerre, la violence au lendemain d'un cessez-le-feu ou d'une armistice, c'est quelque chose que aussi nous avons connu, et donc nous pouvons réfléchir aussi aux formes de vengeance, de justice vengeresse qui se mettent en place, et rappeler du coup que ça n'est pas complètement unique à ce cas-là. Ou bien on peut comparer par exemple avec les décolonisations portugaises au Mozambique ou en Angola, qui sont très différentes parce que les proportions ne sont pas les mêmes, mais rappeler que si en Algérie il y a une population coloniale qui est très importante, ce qu'on appelle aujourd'hui les pieds noirs, qui représentent 10% de la population, il y a eu d'autres colonies dans lesquelles aussi il y a eu des habitants de l'ancienne métropole qui s'étaient installés et qui ont connu des départs aussi massifs, importants, qui laissaient des vides derrière eux. Et donc pouvoir comparer d'une certaine façon, ça permet un tout petit peu de sortir de l'exceptionnalité et de sortir du caractère de malédiction. Voilà. On ne va jamais pouvoir en parler parce que c'est complètement inégalable. Et en fait, pas tout à fait. Oui, bien sûr, c'est unique et c'est saisissant comme cas de décolonisation, mais en réalité, on peut aussi réfléchir, et du coup, il y a des parallèles qui se nouent, qui ne sont jamais complets, mais qui permettent d'aider à penser ces éléments de violence. Et d'une certaine façon, penser aussi la sortie de Seconde Guerre mondiale pour la France, c'est ce qui nous conduit aussi sur le chemin de la joie, de la festivité, du caractère complètement
incroyables. Peut-être que vous vous souvenez autour de vous de gens qui vous ont raconté comment c'était 1944, la libération de Paris, 1945, la fin de la guerre. Alors imaginez ça quand ça n'est pas 4 ou 5 années d'occupation, mais que c'est une guerre de 8 ans et que c'est une colonisation de 132 ans. Et ça donne quelque part l'échelle de ce que ça peut être, le degré de ferveur et de festivité pour ceux qui demeurent en Algérie et qui ont vraiment l'impression d'être parvenus à mettre fin à un régime oppressif, au sens où c'était un régime d'inégalité juridique, un régime de dépossession de la terre qui s'était appliqué sur eux pendant plus d'un siècle. Et là, je me suis rendu compte que si on ouvrait la boîte de ces festivités et qu'on posait les questions aux gens, notamment si on posait les questions aux femmes. Si vous posez la question de 1962 aux hommes, d'emblée, ils sont sur des rails, ils commencent à vous parler des problèmes politiques, de la crise politique à l'intérieur du FLN, de l'État. Et si vous posez la question aux femmes de l'indépendance, beaucoup plus vite, vous avez des récits qui nous amènent sur le quotidien. Il y a du quotidien qui est douloureux, mais il y a aussi du quotidien qui est festif. Elles sont moins embarrassées d'aller vers ces questions de comment on a préparé les festivités, comment on a cousu des drapeaux, des fanions, des robes, comment on a défait les anciennes robes de mariage pour récupérer les perles, pour fabriquer des robes pour les petites filles sur lesquelles il y aurait des petites, je ne sais pas comment dire en français, les petites lentilles, là, les petits brillants que l'on coud sur les robes des semaines à l'avance pour pouvoir préparer les festivités du mois de juillet, du moment de l'indépendance, où elle vous raconte comment s'intercaler les moments de deuil et les moments de joie, puisqu'on est à un moment où, je parlais des visites de condoléances, beaucoup de familles apprennent que des gens ne vont pas revenir, que des gens sont morts au maquis, que des gens sont morts en prison, sont morts dans les camps, et que ces moments de deuil, en quelque sorte, s'intercalent avec les moments de festivité au point d'être presque impossibles à démêler. Une fois qu'on commence à poser ces questions sur les choses concrètes, les choses matérielles, ça a fait surgir dans mes entretiens une richesse d'histoire que je n'avais jamais découvert. Après, c'était possible de retourner voir les hommes, de leur dire oui, bien sûr, la crise politique, tout ça, très important. Mais aussi, en fait, vous étiez où ? Au moment du 5 juillet, au moment de la grande fête de l'indépendance, vous étiez sur quel camion ? Et là, les gens commencent à faire sortir de nouvelles histoires. Je me rappelle d'un homme qui disait, moi j'avais 8 ans, j'étais à Sidi Bel Abbès, je suis montée dans un camion, je ne sais pas comment je me suis retrouvée à Oran. Je n'ai aucune idée, mais tout d'un coup, j'étais dans une autre ville, j'étais sans ma famille, sans mes parents, ou des gens qui racontent comment leurs filles, leurs sœurs, leurs mères sont parties, des femmes seules qui partent et qui festoient et qu'on ne revoit pas pendant plusieurs jours. Dans un pays où les femmes ne sortent pas beaucoup seules, ne sont pas très autonomes à l'extérieur de la maison ou du quartier, c'est quand même des histoires de transgression assez spectaculaires malgré tout. La question que je vais vous poser, j'ai la logique depuis l'autre jour, je ne sais pas comment faire pour la poser, donc je vais quand même essayer de la poser. Alors ici, évidemment, il y a beaucoup de gens sensibles parce que issus de familles de rapatriés d'Algérie. Toi, tu as choisi de faire l'histoire des gens qui étaient restés en Algérie, donc de ne pas faire l'histoire de l'exil. Et quand on lit le livre, on est profondément marqué par le fait qu'ils sont là tout le temps. Mais oui, parce qu'en fait, donc, effectivement, la règle que je me suis fixée pour le livre, elle part de ce qui existe en fait. Qu'est-ce qu'on peut lire, en particulier en France, mais en réalité, paradoxalement, peut-être aussi en Algérie, sur 1962. Et ben, il se trouve que pour des raisons en fait tout à fait naturelles, les récits peut-être que l'on connaît le mieux en France, ce sont les récits de ceux qui ont choisi de quitter, qui ont été obligés de quitter l'Algérie et qui racontent du coup une histoire d'exil, une histoire d'arrachement, une histoire de grande douleur qui peut-être marque les familles jusqu'à aujourd'hui. C'est du coup une histoire
tragiques de 1962. Ce qu'on commence aussi à mieux connaître depuis quelques années, ce sont les histoires de familles de supplétifs de l'armée française, les histoires de familles de harkis, pas celles qui sont restées en Algérie, même si on les connaît mieux depuis peu grâce à un travail de Pierre Dôme, mais de familles de harkis qui sont venues en France, qui du coup, là aussi sont des histoires malgré tout d'arrachement et des histoires tragiques. Et puisque tout cela existait déjà, même s'il y aurait encore beaucoup à dire sur ces histoires, j'ai choisi, moi, de prendre le parti de me situer depuis l'Algérie et de faire l'histoire de ceux qui restent. Que ce soit des Algériens, que ce soit des Français, que ce soit des Égyptiens qui viennent enseigner, des médecins cubains, des ingénieurs soviétiques, des militants palestiniens, enfin voilà, des militants humanistes britanniques. Mais en tout cas, le point de vue était celui d'Algérie. Ce que je n'avais pas complètement anticipé, c'était le fait que, en me plaçant de ce point de vue-là, alors l'histoire de ceux qui quittent serait présente en creux. Et que d'une certaine façon, mes témoins allaient me raconter une histoire de grande surprise. Que j'allais avoir des témoins, notamment ceux qui vivent en ville, à Oran, ou à Alger, ou à Sidi Bel Abbès, ou à Annaba ou ailleurs, là où des communautés françaises pouvaient être très nombreuses, de gens qui se réveillent un beau jour et qui trouvent des quartiers vides. Et que ça étonne, parce qu'au fond, personne n'avait prévu l'ampleur de ce départ. On a 1 million de Français qui vivent en Algérie, il y en a 650 000 qui quittent le territoire algérien pendant la seule année 1962. Il y avait des quartiers à majorité européenne dans toutes les grandes villes, et donc ces quartiers se vident parfois presque du jour au lendemain ou d'une semaine à l'autre. Et du coup, l'histoire qui se raconte, c'est l'histoire à la fois de cette surprise, mais c'est aussi l'histoire de la réoccupation des lieux. On est dans un pays où 1/3 de la population est sans domicile à la fin de la guerre. On est dans un pays où 1/4 de la population algérienne a été mis dans des camps à la fin de la guerre. La fin de la guerre, les années de Gaulle de la guerre à partir de 1958, c'est l'histoire d'un grand déplacement forcé de population et de mise en camp. Ces gens, certains d'entre eux, souhaitent quitter les camps où ils sont, ils aimeraient retourner dans leur lieu de départ. Ces villages de départ ont parfois été détruits, passés au napalm, etc. Enfin, il y a énormément de destruction. Ils sont, dans beaucoup de cas, simplement pas vivables. Donc on a énormément de gens qui cherchent des logements. Il y a des logements vides. Et du coup, il y a de la réoccupation de ces logements vides. Par exemple, une des questions que j'ai mis vraiment beaucoup de temps à me poser, Eric parlait de la durée pour créer en fait l'idée du livre, j'ai mis très longtemps à me demander ce qu'était devenu l'immeuble. On connaît les histoires de familles pieds noirs qui ont quitté et qui n'ont pas pu tout emporter, dans certains cas ont même dû tout abandonner derrière elles, leurs meubles, leurs vêtements, des possessions très intimes. Mais alors ces possessions, que sont-elles devenues ? En posant cette question-là, ça a fait jaillir des dizaines d'histoires que personne ne raconte couramment, parce que, je vais vous dire, peut-être c'est un peu embarrassant de raconter comment on a réutilisé des meubles qui n'étaient pas les nôtres. Et là, j'ai eu des histoires très très différentes, soit des histoires de gens qui avaient considéré que ces possessions étaient des possessions très précieuses, qu'il fallait les conserver, qu'il fallait les transmettre. Une amie, par exemple, me racontait comment sa tante, qui n'a pas d'enfant, lui a dit un jour de façon très solennelle: quand je mourrai, ces tables et cette armoire normande, c'est à toi. Ça, c'est ton héritage. Ça, c'est ce que nous avons gagné à l'indépendance. Et d'autres familles, au contraire, dans lesquelles on s'est trouvé très embarrassé avec ces biens. On n'a pas voulu dormir dans des lits qui n'étaient pas les nôtres. On n'a pas voulu utiliser une table de salon, parce que ce qu'on utilise plus couramment en Algérie, c'est une table basse, une meïda. Et que la table haute, c'est pas tellement notre affaire. Et du coup, j'ai découvert que l'Algérie a été, pendant les années d'après l'indépendance, le grand pays de la brocante. En fait, il y avait des marchés aux puces très vastes à Oran ou ailleurs, qu'il y avait des brocanteurs qui venaient de partout, autour de la Méditerranée, pour pouvoir racheter à bas coût des biens et les revendre ailleurs. Et que, aujourd'hui encore, vous trouvez chez les brocanteurs voilà, mon armoire normande,
vous pouvez trouver des meubles dont vous pouvez vous demander quel a été leur usage depuis. Après, je vais raconter du coup cette histoire où il y a quelques semaines, je présentais mon livre à Toulouse où j'ai grandi et ma mère était présente, et à la sortie de la présentation, elle m'a dit « Cette histoire des meubles, ça me rappelle l'horloge de tes grands-parents ». Alors, je me dis, quelle horloge? Mais en fait, quand j'étais enfant, on avait une horloge en pierre noire, très très française, dont je n'avais en fait jamais imaginé que c'était une horloge qui venait de mes grands-parents d'Alger, parce que mes grands-parents d'Alger l'avaient trouvée dans un des appartements qu'ils ont pu habiter dans les années d'après l'indépendance. Alors, eux, ils n'ont pas occupé cet appartement en 62, mais au moment où ils l'ont occupé, il restait encore des objets qui provenaient des anciennes familles françaises. Et cette horloge, du coup, elle a fini par être redonnée et arrivée à Toulouse. Et moi, je ne savais pas du tout que cet objet très français avait fait ce cheminement par l'Algérie, que d'une certaine façon, je racontais sans le savoir l'histoire d'un objet qui m'était très intime. Et c'est en racontant ces histoires que d'autres continuent de sortir. Ça peut-être, c'est une expérience particulièrement émouvante de rencontrer des gens qui, en lisant le livre, viennent ajouter d'autres histoires à celles que j'ai collectées pour l'écrire, qui me disent « Ah oui, en fait, le livre nous rappelle des choses que nous avons vécues et que nous n'avons pas forcément pensé à raconter, parce qu'on n'a pas l'habitude forcément que des historiens s'intéressent à ce type de détails très intime, très personnel et en apparence très anecdotique, mais en réalité très politique aussi. » Il y a quelque chose qui est très impressionnant dans la deuxième partie du livre, c'est qu'on est presque sidéré, on envisage la sidération des gens par l'intensité des changements sociaux que va vivre cette société. Rien de comparable avec le Maroc de 56, rien de comparable avec la Tunisie, rien de comparable. On a l'impression que trop de choses changent et que c'est un changement vraiment en épaisseur. Des petites gens aux plus grandes personnes, on va dire, tout change. C'est-à-dire au niveau de mobilité des populations, tu parles de retournement de l'espace, je crois, à un moment donné, tu as une appétence très forte pour les questions d'espace dans le texte. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que tu en fais quelque chose. Il y a un certain nombre de ces changements qui sont documentés déjà par, je pense à Abdelmalek Sayad, qui a été écrit sur tout un tas de circulation de population, de déplacement, d'enfermement, beaucoup de choses qui ont été dites déjà. Mais là, on voit une société qui, pendant une année, change très profondément. C'en est même à se demander à un moment donné si c'est pas presque traumatique d'avoir dû changer à ce point, se déplacer à ce point, tout en ayant un niveau d'aspiration de population qui doit être extrêmement élevé. Tu fais un choix, c'est à la fin du texte, c'est de parler de révolution algérienne. Je me demandais s'il y avait une relation avec le fait que tu veuilles parler de révolution et le fait que tu mesures une telle intensité de changement social dans l'Algérie soit installée. Oui, alors j'avais l'idée en commençant ce livre que j'allais écrire un petit livre court sur 1962. Je me suis arrêtée à un moment donné parce que ça devenait plus raisonnable d'écrire autant et parce que aussi d'autres personnes iront plus dans les détails, rajouteront d'autres chapitres à cette histoire. Mais finalement, ce qui m'a frappée, c'est le nombre de chapitres qui pourraient chacun être un livre, d'une certaine façon. On pourrait raconter, alors évidemment, et on l'a fait, il y a d'autres livres qui pourront être écrits sur le départ des Français d'Algérie, mais on pourrait écrire tout un livre sur la question des réfugiés algériens, c'est-à-dire les plus de 300 000 Algériens qui se sont réfugiés en Tunisie et au Maroc, et qui, dès le cessez-le-feu de 1962, du 19 mars, veulent rentrer en réalité. Et tout le monde veut qu'ils rentrent, grosse difficulté. Comment traverser des lignes frontalières vraiment armées par l'armée française, avec des espaces minés, des barbelés, des miradors, voilà. Et notamment ces champs de mines, 12 millions de mines antipersonnelles qui ont été posées pendant la guerre. Comment faire rentrer
ces personnes à travers des champs de mines, tout en les protégeant avec l'implication à la fois du Front de Libération Nationale, du gouvernement français, du HCR, du Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU, de la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge, du CICR, du Comité international de la Croix-Rouge, etc. Une immense opération de rapatriement de ces réfugiés. J'ai parlé tout à l'heure d'un quart de la population qui était dans les camps qu'on appelle, dans la litote de l'armée française, des camps de regroupement. Donc à partir du cessez-le-feu, beaucoup de ces gens vont vouloir rentrer chez eux. Certains essayent, puis découvrent des villages dans lesquels ils ne peuvent plus vivre, éventuellement retournent dans les camps d'où ils sont venus, parce que peut-être au moins il y a là un abri. Certains des camps qui sont vidés sont réoccupés par d'autres, des gens qui avaient des logements encore moins solides, ou des réfugiés qui reviennent de Tunisie et du Maroc. Beaucoup de gens qui quittent les camps et ne peuvent pas rentrer chez eux, finalement choisissent d'aller grossir l'exode rural et de s'installer directement dans les villes. On a une population française qui quitte et des gens qui se réinstallent dans les quartiers anciennement européens. Donc d'une certaine façon, tout le monde bouge en 1962. On rajoute à ça les familles qui profitent du cessez-le-feu pour essayer de se mettre en recherche des corps de personnes qui ont disparu, notamment de ceux qui sont montés dans les maquis, sont morts au maquis, mais dont les corps n'ont pas pu être ramenés à leur famille. Tout le monde est en vadrouille en 1962 et c'est un vrai pays fourmilière que celui-là. Mais c'est vrai que pour moi, c'est posé assez vite la question de la révolution. D'abord parce que c'est un vieux débat. On a des discussions peut-être parfois un peu superficielles autour de la question de savoir est-ce que c'est ou pas une révolution. Alors, quand dit-on qu'il y a une révolution? Quand il y a un changement brutal de régime politique. On peut, je pense, être d'accord que le renversement d'une domination coloniale au profit d'un État-nation, on peut ne pas l'aimer, on peut trouver qu'il n'est pas super, ou j'en sais rien, mais en tout cas, on est bien d'accord qu'il y a là quand même un changement de régime assez spectaculaire. On parle aussi de révolution lorsqu'il y a un changement dans les structures fondamentales d'une société, un changement rapide, voire brutal dans les structures fondamentales de la société. On va peut-être se mettre d'accord sur le fait que la propriété du logement, la propriété de la terre, c'est quand même un des éléments structurants dans la société. Les lois sur la propriété privée, c'est quand même un des éléments qui structurent de la façon la plus fondamentale un État et une société. Or là, que voit-on? On voit des logements qui se trouvent libres, qui vont être à partir de 1963 déclarés bien vacants au terme d'une série de décrets du mois de mars 1963 et vont donc devenir propriété de l'État algérien au point que l'État algérien indépendant devient le plus grand propriétaire immobilier de tout le pays. Ça va donner à cet État, on peut être d'accord ou pas, peu importe, ça donne à cet État une force de frappe en matière de logement qui est tout à fait inédite et qui est obtenue de façon très rapide. Pendant des années, les gens qui occupent ces logements vont pouvoir les occuper en échange d'un loyer très modéré. De la même façon, des biens agricoles, notamment dans les grandes régions coloniales, où la dépossession foncière avait été la plus profonde et la plus vaste au XIXe siècle et dans le début du XXe siècle, là aussi, ces terres vont être déclarées biens vacants et vont être transformées en fermes d'État autogérées, là encore selon les décrets de mars 1963. Donc on va avoir une situation de création de fermes étatiques et de comités d'autogestion, donc une transformation spectaculaire de la propriété de la terre, pas partout, pas nécessairement de façon satisfaisante, mais en tout cas d'une façon tellement rapide et tellement profonde qu'elle en est révolutionnaire. Donc la notion de révolution, c'est d'une certaine façon ce qui me permettait de rassembler toute cette gamme de choses qui se produit, l'ensemble de ces phénomènes, et y compris la dimension qui peut être traumatisante de changements brutaux, de changements que l'on va mettre ensuite
des décennies pour les digérer. Dans les villes en particulier, ces changements font qu'à la différence de villes dans d'autres pays, où on peut avoir des quartiers qui sont des quartiers aisés, des quartiers populaires, des quartiers ouvriers, des quartiers, dans certains cas, des quartiers par communauté, des quartiers de nationalités différentes, dans certains empires notamment, on va avoir des villes qui sont extrêmement mélangées. Et à quoi on le voit? On le voit au fait que souvent, les écrits des sociologues algériens pendant les décennies qui suivent sont complètement perplexes face aux villes algériennes. Ils ne savent pas les décrire. Pourquoi? Ils ont appris la sociologie en France, aux États-Unis, en Angleterre ou ailleurs. Ils ont appris comment on fait de la sociologie urbaine. Ils regardent ce qui se passe en Algérie. Ils disent nos villes, elles ne ressemblent pas du tout aux villes qu'on nous décrit dans les manuels en quelque sorte de sociologie. Il y a même un sociologue qui dit est-ce qu'on a vraiment affaire à des villes ou est-ce qu'on a affaire à des agglomérats d'habitants en fait. C'est un peu une façon très négative de voir les choses. On pourrait retourner l'affaire. Est-ce qu'on a affaire à des villes révolutionnaires, par exemple? Est-ce que c'est ça une ville révolutionnaire? Une ville où la population est tellement mélangée qu'un sociologue est incapable d'y retrouver ses petits, par exemple. Je vous propose de basculer, de donner la parole à la salle. Je vous propose surtout de nous organiser très collectivement. Vous savez qu'il y a un deuxième moment, qui aura un moment de signature. Peut-être que les gens vont discuter presque personnellement avec le cas. Là, je vous propose de poser des questions un peu courtes. Je ne veux pas trop en faire, je ne suis pas policier de formation, mais poser des questions courtes, ça permettra de laisser encore un petit peu plus de temps de discussion entre nous. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques peut-être? En tout cas des questions. Vous savez que j'ai plein de questions, donc je peux continuer. Ah, Madame, d'abord. Oui, bonjour. On ne peut que remercier Melika Rahad pour ce livre. Et vous disiez que vous le portiez déjà en vous, tout ça. Et effectivement, vous parlez aussi, monsieur, du moment fondateur du gouvernement algérien. Pour les gens qui ont vécu ce moment de l'indépendance, qui est un moment incroyable, je l'ai vécu dans mon jeune âge, il est aussi fondateur des personnes, personnellement. Et c'est vrai que ce moment-là, on le porte, je pense qu'on le porte à vie. Parmi les choses que vous avez évoquées, vous avez parlé de vengeance. Moi, je voudrais évoquer un souvenir qui est cité dans un livre simplement. C'est que, bon, on a dit la valise du cercueil, mais il faut savoir aussi qu'en 1962, donc rentrée 1962, septembre 62, des examens ont été organisés pour les enfants qui n'avaient pas pu passer le bac, le brevet pour les populations françaises et noires. Et beaucoup de familles sont venues souvent accompagnées d'un grand-parent, accompagnées d'un parent qui avait fui pour passer les examens. Moi, c'était dans la ville d'Oran, et ce qui se sont passés tout à fait normalement. Sur l'histoire des meubles, juste une anecdote, ce qui est très amusant, c'est que les meubles, effectivement, se vendaient dans les brocantes. À Oran, c'était le Hamri. Et après, il y a eu la venue, il y a eu le départ des pieds noirs, la venue des pieds rouges. Et les pieds rouges ont racheté les meubles à brocante qui sont venus en France. Merci pour cette question témoignage. Vous dire deux choses. En écho à ce que vous venez de dire, une des premières personnes à laquelle j'ai parlé avant de comprendre que j'allais écrire ce livre, c'est l'historienne Warda Tengour, à qui je disais je commence à avoir une idée, 62. Et je lui parlais des festivités et elle était un peu désolée. Elle était un peu désolée pour moi. Parce qu'elle me disait, bah ouais, mais vous n'avez pas vécu ça. Et elle me disait, quand tu as vécu un moment d'une telle intensité une fois dans ta vie, tu peux tout supporter. Et je me disais, voilà, dit d'une Algérienne qui me disait ça de l'autre côté de la violence des années 90, de ce que le pays a pu vivre, etc., c'était particulièrement significatif exactement de ce que vous venez de dire, ça nous transforme pour toujours. On le porte pour toujours.
Dire aussi en écho à ce que vous dites au sujet de la rentrée, que malgré tout, les gens qui quittent en 1962, on se le raconte souvent après coup comme un départ définitif, clair, d'emblée, on part pour toujours. Il y a aussi des cas où le départ n'est pas clair, où on ne sait pas très bien si les gens sont partis pour les vacances, et les vacances commencent du coup plus tôt parce que l'année scolaire est interrompue à cause de la violence. L'année scolaire s'arrête pratiquement en avril, donc on ne sait pas si les gens sont rentrés en France pour les vacances, est-ce qu'ils vont revenir ou pas, et je suppose que dans certains cas, ça n'est pas forcément clair pour les personnes elles-mêmes. C'est-à-dire que les personnes partent en se disant mais peut-être reviendront-nous ou pas. Et à partir de l'automne, on voit des retours qui sont des retours temporaires, des retours pour effectuer certaines démarches, pour passer un concours, pour essayer de mettre ses affaires en ordre, pour faire les vendanges, pour essayer peut-être de vendre la terre et de ne pas la perdre. Mais du coup, il y a vraiment cet aspect d'entre-deux de 62 où tout n'est pas encore joué. Et pour les personnes elles-mêmes, il y a encore un certain flou. Je pense que quand je parle de surprise des Algériens face au départ de leurs voisins français, cette surprise, elle s'étale aussi dans le temps. C'est-à-dire il y a la surprise des quartiers vides, mais on a par exemple des interviews pour la télévision avec des Algériens qui disent « Non mais c'est sûr, ils vont revenir ». Puis en réalité, on le sait aujourd'hui, la plupart ne sont pas revenus, mais on se rend compte du coup que ça n'est pas évident du tout pour les acteurs de l'époque. Madame. Merci. Et merci pour votre intervention, c'était vraiment très intéressant. Donc moi, ma maman est pied noir, donc elle fait partie de ces personnes qui sont parties. Et c'est vrai que c'est un sujet qu'on n'arrive pas trop à aborder avec elle parce que c'est empreint beaucoup d'émotions. Elle n'est jamais retournée là-bas. Voilà. Et du coup, j'étais très intéressée par ce que vous disiez en début d'intervention sur le fait de travailler cette histoire très récente avec des personnes vivantes qui l'ont vécu et de ne pas les blesser dans vos propos. Comment vous pouvez faire ça? Parce que votre travail d'historienne, du coup, est un peu impacté par cette... 1, 2, 1, 2, 1, 2. Comment ça se fait? Voilà, c'était ma question. Alors oui, c'est une... Disons que peut-être pour répondre à votre question sur comment on fait face à des témoignages, la première réponse c'est de dire que d'une certaine façon il y a deux moments un peu distincts. Il y a le moment de l'entretien. Et il y a ensuite le moment où on travaille à partir de cet entretien et qu'il y a une vraie question dans l'entretien qui est est-ce qu'on est obligé de contredire les personnes? Est-ce qu'on est obligé de les mettre face à leurs contradictions à chaque fois? Et le fait que peut-être notre travail aussi, c'est de collecter des témoignages, quand bien même ils ne sont pas justes, ils sont faux, ils ont des éléments de faux à l'intérieur d'eux. Je vais prendre un exemple proche de moi, où je parlais avec une personne chez elle à Alger qui me disait « Ah mais moi j'ai trouvé des documents, j'ai occupé cet appartement en 1962 et il y avait une boîte de tracts de l'OAS. Il m'apporte quelques documents et quand je les regarde, en réalité, ils sont datés de 63-64, ils ont été édités à Madrid. Mais ce qui restait de l'OAS en Espagne continuait à publier des tracts et du coup, ça ne pouvait pas du tout être des choses qu'il avait trouvées en 62 dans son appartement. C'est complètement anecdotique, mais je me suis dit, tiens, est-ce que je lui soumets cette contradiction ou pas? Alors, comme c'est pas du tout quelque chose de traumatisant, peu importe. Du coup, je lui ai fait remarquer, ça l'a fait réfléchir, il m'a dit, du coup, est-ce que je confonds deux choses? Est-ce que je confonds des documents avec des documents que j'ai collectés par la suite? Ou est-ce que je me trompe? Enfin voilà, quelle était cette... Mais quand c'est des choses beaucoup plus douloureuses, peut-être qu'on peut aussi laisser la personne dans le récit qu'elle s'est construite et y revenir soi-même plus tard en se demandant comment naît l'erreur, à quel besoin est-ce que cette erreur correspond, est-ce qu'on a besoin d'aller contredire.
Bon, mais là, c'est vraiment une question un peu, j'allais dire, de feeling, et tous mes collègues ne font pas la même chose. On a aussi des capacités humaines qui ne sont pas toujours les mêmes. Moi, il y a des gens avec qui je me sens suffisamment à l'aise pour, de façon un peu humoristique, pointer certaines choses, et puis il y a des cas où quand les gens sont trop dans la douleur, je me dis, bon ben là, ne creusons pas, je vais collecter ce témoignage tel qu'il est, et peut-être il y aura une autre rencontre, peut-être il y aura un moment où je pourrai y revenir avec eux, et quand bien même ce témoignage serait faux, il ne sera jamais plus faux que par exemple des archives sur lesquelles j'ai pu travailler, qui étaient des rapports de police coloniale des années 40 ou des années 50, mais ceux-là aussi sont pleins de fausseté au fond. Et de la même façon, je me dis, comment cette fausseté s'est construite, quels sont, je ne sais pas, les préjugés parfois racistes qui font que ce document est écrit de telle ou telle façon, ou l'ignorance des gens, le fait qu'ils ne savaient pas parler l'arabe, enfin, ces traces-là ne sont ni plus fausses ni moins fausses que d'autres, et d'une certaine façon, on leur applique les mêmes méthodes, à ceci près que, effectivement, il y a ce moment de l'entretien dans lequel on est un peu plus précautionneux, et où on apprend peut-être, quand on fait des entretiens, mais ça les sociologues certainement le savent mieux que nous, que d'y revenir, de prendre le temps de revenir une seconde fois. Parfois les gens ont eux-mêmes cheminé. Parfois les gens eux-mêmes disent « Ah non, mais ça ne devait pas marcher, c'est pas cohérent ». Parce que quand on mène cet entretien et qu'on part, la personne, elle reste avec le fil de pensée sur laquelle on l'a lancé. Parfois les gens ne dorment pas très bien la nuit d'après, hein. Parfois eux-mêmes ils reprennent le téléphone pour nous dire j'ai repensé à quelque chose et ils y reviennent un peu plus tard. Mais on essaie de jouer aussi de chacun ses propres qualités pour essayer de sentir les choses au plus fin. Pour vous dire la vérité, je ne suis pas sûre qu'on arrive à épargner complètement les personnes. Dans tous les cas, peut-être se replonger dans le passé, ça peut faire du bien ou ça peut faire du mal. Et là, on essaye de réfléchir en termes de est-ce que les gens souhaitent vraiment le faire, de ne pas les pousser, et de suivre aussi leur propre libre arbitre. C'est-à-dire que souvent, ils nous disent oui lorsque pour eux c'est possible. Parfois aussi, ils nous disent oui alors qu'ils ne veulent pas en parler à leurs propres enfants, mais ça, c'est parfois plus facile de parler à une tierce personne. Pardon, c'était tout désordonné, mais pour vous donner un peu des éléments de réflexion autour de cette question-là. Bien, bonjour. Deux points. Le premier, c'est une anecdote. Moi, dans ma famille, ils ont acquis des meubles dont vous parlez tout à l'heure, et ma belle-sœur s'en est débarrassée avec horreur parce qu'elle voulait plutôt acheter des meubles. C'était la mode des meubles de couleur qu'on appelait rococo. Donc elle a vendu tous ces beaux meubles-là très en ébène. Des fois, moi je regardais ça, bon, mais elle avait imposé à son époux de se débarrasser pour acheter des tables en plastique, etc. Ça, le deuxième point, je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas comparé la révolution algérienne à la révolution du Vietnam. Ne serait-ce que par la violence dans les deux côtés. Merci. Oui, merci beaucoup. Alors bien sûr, hein, on peut comparer, et je le fais dans le livre, je ne parle pas du Vietnam, je parle d'autres pays, on pourrait démultiplier les comparaisons. Vous avez raison, il y a beaucoup d'éléments de comparaison avec la révolution du Vietnam, et notamment la violence de la guerre elle-même. Sans doute, un des éléments qui les fait se différencier, c'est cette présence d'une population européenne plus nombreuse en Algérie qui nous attire, comparée avec d'autres cas. Mais effectivement, pour la guerre, on pourrait avoir des éléments de comparaison forts avec le Vietnam. Quoique, là aussi, peut-être, on a des références qui ne sont pas aussi nombreuses qu'on voudrait pour pouvoir construire cette comparaison. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites sur la question aussi de la mode. Et cette question de la mode, elle pose vraiment aussi la question de comment on se voit dans la société. Je parlais des familles qui veulent rester avec la Maïda, la table basse, des familles qui veulent utiliser leurs meubles français pour en quelque sorte se poser un peu plus haut dans la société.
ceux qui veulent être dans une forme de modernité en achetant des choses plus à la mode. On parlait avec Christine Zerbi hier du formica. Est-ce que le formica était ou n'était pas un élément de mode? Et peut-être il y a aussi derrière ces éléments de mode, peut-être une difficulté à rester avec ces meubles premiers, les premiers meubles qu'on aurait trouvés dans les logements ou qu'on aurait achetés. Et puis des tensions aussi dans les familles. Tout le monde n'est pas de la même opinion. Vous parliez d'une belle-sœur qui a imposé à sa famille. Je me rappelle d'un témoin qui m'expliquait comment sa mère avait acheté un grand lit à base d'aquin. Et son père n'a jamais voulu utiliser ce lit et lui a fait s'en débarrasser très rapidement. L'idée de dormir dans un lit qui avait été à quelqu'un d'autre, et un lit qui, ce n'était pas dit, mais avait appartenu à une famille française avant lui était, pour des raisons qui ne sont pas dites dans l'anecdote, très difficile. Donc on a des aspirations différentes. Il y a aussi beaucoup d'histoires avec des tensions familiales entre... Alors c'est souvent la mère et les enfants qui veulent vite occuper un logement, et puis le père qui au contraire ne souhaite pas occuper un logement de façon non légale. Notamment un témoin qui me disait on est allé s'installer avec ma mère très vite, on a occupé un appartement et mon père nous a dit ça n'est pas acceptable, je ne le ferai jamais. Et puis il s'exclame en parlant de son père, quel âne, on aurait été si bien si on avait pu avoir ce logement. Et ça nous amène du coup aussi à ce qu'est 62 dans les histoires des familles. C'est toujours un moment par lequel on peut expliquer, que ce soit vrai ou faux, on peut expliquer l'injustice que l'on subit au présent. C'est-à-dire qu'on peut toujours remonter à 62 pour dire « Oh, 62, il y a des gens qui ont profité, mais nous, on n'a pas profité. » Ou bien des gens qui avaient occupé un logement et puis qui l'ont laissé à quelqu'un d'autre. Ou bien, alors moi j'en ai dans ma famille quelqu'un, un ancien combattant qui avait occupé un bungalow au bord de la mer. Et puis il l'aurait laissé, je ne sais pas si c'est vrai, pour une association qui s'occupait d'enfants orphelins. Il y a toujours quelqu'un qui, en passant dans ce coin-là, dit « Tu te rends compte combien ça vaudrait un bungalow aujourd'hui à cet endroit ?» Et quelque part, cette somme, elle est censée refléter peut-être la générosité de ce vieux tonton, ou bien la richesse qu'on aurait pu avoir aujourd'hui et qu'on n'a jamais eu parce qu'on était des gens tellement bien. Vous voyez, tout le monde a des histoires comme ça, qui ne sont pas forcément vraies, on revient à la question du vrai et du faux, mais qui sont révélatrices de la façon dont 62 devient un événement mythique qui génère une infinité d'histoires de justes et d'injustes et de pourquoi nous n'avons pas notre bonne place dans la société. Et nous n'avons pas notre bonne place dans la société aussi parce que c'était un événement révolutionnaire qui a permis l'émergence de classes sociales et de groupes de gens qui peut-être dans le monde ancien ne s'attendaient pas à de telles ascensions sociales. Merci beaucoup. Je voudrais demander 2 points sur votre livre. Il y en a un point que vous utilisez comme source beaucoup le consul des États-Unis comme, je pense, source neutre pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait juste avant l'indépendance en particulier. Et je voudrais que vous nous rappeliez un peu comment vous pouvez en fait puiser à travers des gens non belligérants plus d'informations sur ce contexte-là. Et le deuxième point, c'est le concert de casseroles dans votre livre. Bon, ça évoque des choses chez nous qui avons vécu ces concerts de casseroles sans les comprendre. Et c'est pour la première fois que j'ai pu avoir une explication sur ce concert de casseroles parce que mes parents ne l'expliquaient pas. Et pourtant, c'était quelque chose qui était une façon d'alerter, que la population alertait sur la venue des tireurs de l'OAS qui venaient faire des cartons. Et franchement, je trouve que c'est très important de pouvoir aussi, pour nous qui lisons votre livre et qui ont vécu cette période, nous éclairer sur des tas de points qui sont restés obscurs et comme vous
vous le traitez à la fois par la multiplicité de vos témoignages et par un regard en zoomant aussi ou en dézoomant avec votre approche historique. Je trouve que c'est vraiment excellent. Merci beaucoup, monsieur. Alors oui, j'utilise et je suis rentrée dans ce livre par les sources américaines, ce qui est quand même un peu incongru. Qu'allait-elle faire dans cette galère? Eh bien, il s'est trouvé que que j'ai participé à un séminaire il y a quelques années à Washington, et comme à chaque fois que je vais quelque part, je suis allée aux archives et j'ai fait Algérie, voyons ce qui sort. Je ne cherchais pas du tout ça, moi je cherchais des choses sur les années 70, et les premiers cartons qu'on m'a apportés sont des cartons qui concernaient 1962, que j'ai commencé à lire, et pour ne rien vous cacher, il y a eu un vrai choc de lecture de ces archives. Alors on n'a pas, pour nous ça n'existe pas trop une source neutre, toute source elle a son point de vue, donc ces sources-là, elles ont le point de vue du consul américain qui s'appelle William Porter, qui est un bonhomme quand même aguerri, c'est pas vraiment un perdreau de l'année. Il voyage en Algérie un peu partout en 1962 et il décrit ce qu'il voit et qui il rencontre. Comme il est dans cette position non belligérante, d'une certaine façon, il est accueilli partout, il est accueilli dans les administrations françaises, il est aussi accueilli par les Algériens. Et ça lui permet de faire des trucs un peu dingues. Par exemple, de se rendre à Oran, qui est vraiment le bastion, la ville où les Français d'Algérie sont les plus nombreux, la ville aussi où l'OAS, l'organisation armée secrète qui défend l'Algérie française, est la plus virulente, où les quartiers algériens sont complètement assiégés par l'OAS, et lui rentre dans ces quartiers algériens, raconte l'atmosphère de chaos dans la ville d'Oran et rencontre notamment les médecins qui organisent des cliniques où l'on soigne les blessés de l'OAS à l'intérieur même des quartiers algériens. Ça nous permettait d'avoir des récits sur cette violence qui n'était ni d'un côté ni de l'autre, parce que notre problème français ou algérien, c'est que bien souvent nous sommes dans un renvoi face à face de « mais non, c'est l'OAS qui a été la plus violente, mais non, c'est le FLN qui a été le plus violent ». Moi-même, comme enseignante du secondaire pour l'année 62, je me suis trouvée un peu dans cette incertitude et cette crainte, en quelque sorte, de minimiser, par une sorte de tropisme familial, de minimiser la violence du FLN, et dans le doute, de me dire « ça mange pas de pain, de les mettre un peu à l'égalité, hop, de toute façon, on n'a pas beaucoup de temps, donc on va passer là-dessus très vite ». Et bien, ces témoignages, celui de William Porter, celui des agents du CICR, c'est vraiment des témoignages qui permettent d'avoir des regards un petit peu extérieurs de gens qui vous disent « ah ouais, non, c'est pas équivalent quand même. On est en train de parler d'un degré de violence à Oran, à Annaba, à Alger, qui est quand même colossal, avec des quartiers assiégés, avec des snipers, avec des poseurs de bombes qui sont parfois, c'est le cas à Mdine Ajdida à Oran, c'est le cas sur le port le 2 mai 1962 à Alger, de bombes qui sont faites pour tuer et de snipers qui sont là pour achever les blessés et les sauveteurs. Et du coup, ça nous donne ce regard un peu extérieur de gens qui eux-mêmes sont sidérés et qui n'ont qu'une crainte qu'on a oubliée avec le temps peut-être, c'est la crainte que le pays rebascule dans la guerre. Eux, ils voient en mars, avril, mai, ils voient qu'il y a un processus de paix et que ce processus de paix peut déraper. Au fond, le pays peut ressombrer dans la violence et qu'on pourrait quelque part ne jamais atteindre l'indépendance, ne jamais atteindre... Et ça, on l'a oublié. Moi, quand j'ai commencé à travailler, je me disais oui, bon, ils avaient peur que l'indépendance n'advienne pas, mais tout le monde savait qu'elle allait advenir. Et bien, en fait, non. En fait, la violence est telle en 62 qu'il y a quand même vraiment cette crainte. Et je vous remercie d'évoquer cette question du son, en fait, du son de 1962 et du fait qu'il y a un effort toute l'année pour occuper l'espace public, mais aussi pour occuper l'espace sonore. Il y a les concerts de casseroles du côté français, de gens qui tapent en rythme en faisant Algérie française.
et qui tapent sur leur casserole. Le but, c'est quoi? C'est par exemple d'interrompre les discours de Gaulle à la télévision en piratant les antennes de relais ou de répondre aux propos de Gaulle. Au fond, c'est quand même une spectaculaire affirmation d'existence. C'est dire nous sommes là et nous n'allons pas passer par perte et profit sans bruit, en quelque sorte, manifesté par le son. C'est une façon d'exister. Et en réponse à ça, on a une occupation spatiale de la part de la population algérienne qui est aussi une façon de montrer son soutien, de répondre au rythme Algérie française par Tahia el-Jazaïr, qui est la même chose mais dans l'autre sens, Algérie française, Tahia el-Jazaïr, si vous les faites à la suite l'un de l'autre, ils se ressemblent tout à fait, et c'est du coup la réponse du berger à la bergère, et ce son, il a aussi pour but d'alerter, de protéger les quartiers dans lesquels on a organisé de l'autodéfense parce qu'il y a des tueurs de l'OAS qui peuvent rentrer dans les quartiers, qu'il faut donc s'assurer qu'il n'y a pas eu de bombes posées, qu'il n'y a pas des étrangers au quartier qui sont rentrés. Ça aussi, Porter le dit, ou les gens du CICR, rentrer dans les quartiers algériens, ça nécessite en mars, avril, mai de s'être déclaré à l'avance, d'avoir des... On ne rentre pas comme dans les moulins parce que la peur c'est que des tueurs rentrent. Mais il y a aussi cette dimension conquérante de l'occupation de l'espace. Depuis les manifestations de décembre 1960, la population algérienne sort dans la rue, elle essaye de déborder des quartiers algériens. Elle sort avec des chants, elle sort avec des youyous, elle sort avec des jets de pierre, elle organise des barrages autour des quartiers algériens et puis à partir du cessez-le-feu, cette occupation de l'espace, elle déborde des quartiers, elle essaie d'aller vers les quartiers centraux, vers les quartiers européens et elle s'accompagne aussi d'une occupation sonore. En quelque sorte, on répond à ce qu'a été l'occupation sonore des années précédentes en existant par le bruit, par la voix. Et je me rappelle d'une personne que j'ai rencontrée après l'écriture de ce livre qui me disait 62, j'ai passé mon temps à perdre ma voix. 5 juillet, c'était ma première aphonie totale, complète. Au bout de 2 heures, je n'avais plus de voix. Il m'a fallu des jours pour récupérer mes cordes vocales parce que c'était trop intense. Deux questions. Monsieur, bien sûr. Bonjour, merci pour votre présentation. En fait, moi, je voulais revenir un petit peu sur cette histoire de la WSN, de l'immobilier qui se retrouvait dans les grands comptes. Je peux vous dire que moi, mes parents les ont conservés précieusement. Et à ce jour, lorsque je descends à Alger, après d'avoir ma mère me sert dans ses assiettes. Alors vous avez conservé les assiettes et d'autres peut-être n'ont pas pu conserver les bandes dessinées. Il y a des jeunes qui ont fait leur éducation de bande dessinée avec ce qu'ils ont pu racheter à bas coût dans les brocantes. Il y a des gens qui sont devenus musiciens parce que leur père a pu acheter un piano qu'ils n'ont jamais pu se payer auparavant. Et du coup, ce piano, il a cette histoire tragique d'avoir été laissé derrière par peut-être quelqu'un qui était mélomane et n'a pas pu l'emporter avec lui, mais d'avoir été ensuite une opportunité pour quelqu'un qui va l'utiliser pour en faire ensuite sa carrière de musicien oranais, par exemple. Tout à fait. Je pense qu'on va peut-être arrêter là. Ça fait un petit moment. Je vous remercie vraiment. Ah, une dernière question. On entend une dernière. Je ne pouvais pas partir sans vous remercier de vive voix. Donc un grand merci pour cette présentation. Je vais m'empresser d'acheter ce livre. Et en fait, moi je ne suis pas tellement surprise. Alors moi j'ai plein de questions à vous poser, mais Pierre Dôme apparemment vous connaît très bien. Peut-être que par lui je peux vous accéder. Donc j'avais une question d'abord. Je ne suis pas surprise en fait par l'approche. Ce que je trouve admirable, c'est donc d'abord le travail du sociologue, de l'historienne, pardon, et donc cette approche scientifique extrêmement solide.